En se penchant en détail sur Twilight Zone et son univers, on finit par s'interroger. Existe-t-il une œuvre majeure de science-fiction ou d'horreur réalisée ces 50 dernières années qui n'ait pas été inspirée par cette série des 60s? Disney en a même fait une tour de la terreur à Paris. Les grands noms du cinéma, de la télévision, sont unanimes sur l'apport de cet univers et comment le produit est devenu un support. Tout comme Kubrick qui, sous couvert de ses talents de maquettiste, a dégainé avec 2001 un film futuriste incroyablement avant-gardiste pour servir un propos philosophique, la quatrième dimension regorgeait de situations confuses, de personnages paranoïaques, de dilemmes moraux pour engager des réflexions sociales et sociétales. Retour avec ce 16e dossier de TV Files sur 10 épisodes majeurs de Twilight Zone ayant inspiré des œuvres ancrées dans notre culture populaire. Il n'y a peut-être pas que des chefs-d'œuvre, mais leur notoriété est incontestable. Prochaine destination, dans la quatrième dimension. Forbes, Gert et Harrington sont à bord d'un vaisseau expérimental, le X-20. Après 31 heures de vol, l'avion subit un atterrissage forcé et disparaît des radars durant 24 heures. Des coupures de presse font écho à cette catastrophe. Mais miracle, les 3 hommes s'en sortent indemnes, enfin, avant d'entrer dans la quatrième dimension. À leur réveil, plus rien n'est pareil et le destin se charge sournoisement de leur petite personne. Forbes et Gert se retrouvent et quelque chose cloche dans leur réalité. Forbes demande à son ami ce qu'il est advenu d'Harrington. Gert est bien embêté pour répondre, car selon ses dires, ils n'étaient que tous les deux à être engagés pour cette mission. Le pauvre Harrington disparaît de la circulation, et même sa mère lui fait savoir au téléphone qu'elle n'a pas de fils. Cette réalité altérée touche le troisième homme, mais aussi Forbes par ricochet. Et d'ailleurs, le même sort est ensuite réservé à Forbes, qui n'existe plus aux yeux du monde, car on n'échappe ni à son destin, ni à la mort. Cet effacement rappelle sans mal l'homme de nulle part qui fut l'objet de mon dernier dossier, le 15e du nom. Mais bien sûr, des individus qui défient une mort assoiffée de vengeance, c'est le concept de la saga Destination Finale, qui livra quelques séquences spectaculaires depuis un aéroport, un parc d'attractions ou encore une autoroute. Et dans le cas des astronautes, comme celui des personnages de la saga horrifique, on se dit que les proies auraient été plus inspirées d'accepter leur sort original. La thématique spatiale revient rapidement puisqu'on ne saute que 4 épisodes, toujours en première saison, avec une flèche dans le ciel. 8 hommes sont à bord d'un engin qui s'écrase sur une planète inconnue. La moitié des passagers périt. Ils sont donc encore 4, mais l'un d'eux est en très mauvaise posture. S'il peut compter sur 2 âmes solidaires, le dernier, un lieutenant, montre un égoïsme certain, l'instinct de survie, diront les plus indulgents. Le haut gradé refuse de partager le peu d'eau qui reste aux survivants, et puisqu'ils sont tous condamnés à une mort certaine faute de réserve, autant sacrifier le plus mal en point. Sauf que ce lieutenant nommé Corey ne s'arrête pas en si funeste chemin. Il assassine les 2 autres astronautes pour s'accaparer leur eau. Soit dit en passant, il se montre tellement maladroit gourde en bouche qu'il en gaspille en buvant son or bleu. Peu de temps après le double assassinat, il marche un temps sous ce soleil étouffant et ce paysage rocailleux et réalise l'impensable. En réalité, le vaisseau s'est écrasé dans le Nevada. Il n'y a jamais eu d'autre planète. Nous n'avons jamais quitté la Terre. Oui, il peut faire chaud à certains endroits de la Terre, et je vous assure que fin des années 50, il n'était pas question de couvrir le réchauffement climatique dans cet épisode. Ce twist est bien sûr celui de La planète des singes, sorti en 1968, œuvre de Pierre Boulle, scénarisée à l'écran par Rod Sterling. En effet, ce ne sont pas les hommes qui avaient débarqué chez les primates, mais bien les primates qui avaient investi New York, avec cette scène mémorable d'une statue de la liberté à moitié enfouie dans le sable. Désert à la route. La saison 1 de la Twilight Zone se poursuivait avec l'autostoppeur, qui suit le road trip cauchemardesque d'une femme de 27 ans, Non Adams. Celle-ci part de Manhattan pour rejoindre Los Angeles. Autrement dit, elle parcourt tout le pays d'est en ouest. Sachant qu'aujourd'hui il faut une quarantaine d'heures, on peut supposer qu'à l'époque et les pauses, c'est un périple de 3 jours qui attend Non Adams. Et on ne peut pas dire que son voyage démarre sur les chapeaux de roue, puisqu'une crevaison la coupe dans son élan alors qu'elle roulait à grande vitesse. Le garagiste, qu'elle trouve en chemin, s'étonne qu'elle ait survécu à un tel incident, et pour cause. Après cet événement, elle ne cesse d'apercevoir en bord de route un autostoppeur. Elle ne le prend pas, jamais, malgré plusieurs opportunités. Comment peut-il être partout à la fois sur son chemin? D'autant qu'elle est la seule à le voir. Un marin, qu'elle accepte de faire monter, lui assure que le fameux autostoppeur n'existe pas. Non apprend la terrible vérité à son sujet alors qu'elle tente de joindre sa mère. C'est la voisine de cette dernière qui répond et lui apprend que sa mère a été hospitalisée après un choc. Mais vous devez vous tromper, ma mère n'a jamais fait de dépression nerveuse.
Elle est tombée malade à la suite du décès de sa fille. Et non, Nan n'a pas survécu à sa crevaison et a succombé à l'explosion peu après son départ de Manhattan. Pour ceux qui n'ont pas vu cet épisode, vous repensez alors forcément à Sixième Sens et à la célèbre réplique du petit Cole « Je vois des gens qui sont morts. » et à la révélation que Malcolm, le personnage de Bruce Willis, est déjà mort quand le film démarre. Même chose pour l'œuvre Les Autres, avec une Nicole Kidman et sa famille qui pensent aménager dans une demeure hantée alors qu'ils sont les autres. Petit commentaire subjectif, je trouve le rebondissement des autres encore mieux amené et plus spectaculaire. Mais ces deux films ont donc été inspirés par l'autostoppeur. On aurait tous et toutes un jumeau qui erre quelque part dans le globe. Mais pour certains, ce double n'est vraiment pas loin de nous. Cette mésaventure tombe sur une jeune femme de 25 ans qui attend son bus par un temps pluvieux. Le personnage est présenté comme cartésien, elle n'est pas en proie à des visions et ne croit que ce qu'elle voit. Alors, quand elle s'impatiente parce que le bus est en retard, elle s'en va trouver le guichetier et l'interroge sur les raisons de ce retard. L'homme, de suite agacé, lui rétorque qu'elle lui a déjà posé la question à 2 reprises. Que nenni pour la voyageuse, c'est la première fois qu'elle s'adresse à l'individu. Mais ses certitudes se retrouvent bouleversées quand elle observe non loin un bagage identique au sien. Ajoutée aux témoignages de gens qui certifient l'avoir déjà rencontré, elle se met à croire en l'existence d'une jumelle maléfique qui essaye de lui voler son identité. Aussi bien l'atmosphère que cette thématique rappellent 2 œuvres, dont une qui est objectivement plus majeure que l'autre. Commençons avec Twin Peaks et l'apparition du doppelganger en fin de saison 2 quand Dale Cooper pénètre la Loge Noire, ce qui donna lieu 25 ans plus tard à une saison 3 époustouflante avec un Kyle MacLachlan au sommet de son art. Dans le registre purement horrifique, car l'horreur n'est pas le genre principal de Twin Peaks, évoquons Us de Jordan Peele. Le réalisateur lui-même, alors en interview pour le magazine Rolling Stone, a référencé Image dans un miroir en se montrant particulièrement élogieux. C'est terrifiant, magnifique, et le récit est d'une grande élégance. Et il ouvre un monde, il stimule l'imagination, a fait savoir Jordan Peele. C'est bien la 4ème dimension qui a nourri l'intérêt du cinéaste pour la thématique du sosie maléfique, des sosies vêtus de rouge et particulièrement terrifiants dans Us, à voir pour les amateurs du genre. Le prochain film dont il sera question, en lien avec les monstres de Maple Street, aurait pu être cité dans Une flèche dans le ciel, et quand je vous relaterai la scène finale, vous comprendrez pourquoi. Cet épisode de la 4ème dimension pose la question, qui aujourd'hui a été essorée jusqu'à plus goutte, qui sont vraiment les monstres? Ces créatures difformes dont les enfants cauchemardent une fois la nuit tombée, ou l'homme avec un grand H de par sa nature cynique et individualiste. Quand une météorite traverse Maple Street, quelque chose de lourd envahit l'atmosphère et ses habitants s'en retrouvent métamorphosés. La peur, qui est l'émotion la plus primitive chez l'être vivant, noue chez les protagonistes un sentiment de rancœur. Cet événement pourtant surnaturel doit pouvoir s'expliquer et les citoyens, qui se retrouvent par exemple privés d'électricité, cherchent le bouc émissaire à un problème extraordinaire. Toute action d'un tel est prétexte à répression. Ce comportement de masse a inspiré l'évolution des administrés de Bridgeton, une commune du Maine aux USA dans le film The Mist, adaptation libre du roman de Stephen King avec un final bien différent de la nouvelle écrite par le roi du suspense. Dans The Mist, des créatures surgissent de la brume, contraignant les habitants à se réfugier dans un supermarché. Point de solidarité, les clients malgré eux forment des clans et manquent de s'entretuer à plusieurs reprises. Un chef de famille, raisonné, entraîne une petite bande pour jouer la carte de la survie. Je spoil le final, donc si vous voulez découvrir The Mist, avancez jusqu'au chapitre suivant. Dans les dernières minutes, le personnage principal sacrifie les siens, promis à une mort certaine, se faire dévorer par les monstres qui ont indéniablement gagné du terrain. Mais c'est une fois qu'il se retrouve seul qu'il voit, dans une scène marquée par une musique éthérée faisant appel aux êtres célestes, des forces armées débarquer dans la ville et procéder à l'épuration. A l'instar du lieutenant de la 4ème dimension, il a sacrifié vainement des proches alors que le salut était tout proche. Pas les mêmes motivations certes, mais un final très cruel qui a participé au succès du film. Car dans la nouvelle de Stephen King, les personnages quittant le supermarché s'en vont défier la brume sans que l'on connaisse leur sort. 130 ans après Victor Hugo et son journal d'un condamné, l'écrivain Charles Beaumont, l'un des contributeurs au développement des scénarios de la 4ème dimension, livrait son plaidoyer contre la peine de mort. L'intrigue de Peine capitale repose sur Grant, un condamné à mort qui revit les mêmes événements en boucle. Tout part de son jugement et s'achève par son exécution avec le passage sur la chaise électrique. Grant est effrayé car il ne cesse de mourir, encore et toujours. La peine capitale n'est donc pas une mort qui, dans certains cas, est libératrice, non, c'est la boucle spatio-temporelle qui forme une quadrature du cercle. Après plusieurs voyages, Grant essaye de convaincre les protagonistes associés à son sort qu'il a déjà vécu ce présent-là. Seul un journaliste lui prête une oreille attentive. Quant aux téléspectateurs, quelques incohérences permettent d'étayer la version invraisemblable livrée par Grant. Un exemple, la femme d'un avocat enfourne des steaks,
Or, son mari, quelques scènes plus tard, est directement le procureur qui, en ouvrant le four, tombe sur du poulet. Tout n'est qu'illusion. Alors, est-il nécessaire d'égrener toutes les œuvres qui ont pu s'inspirer de peines capitales ? Un jour sans fin avec le présentateur météo Phil Connors qui couvre indéfiniment le jour de la marmotte, l'épisode de X-Files lundi dans lequel Mulder revit le même jour marqué par un braquage dans lequel Scully trouve la mort dans une explosion, un épisode qui relève néanmoins de la comédie loin de la noirceur entourant Grant. Pour les adolescents, citons l'ouvrage Piégé le premier jour de la colo dans lequel le jeune Jack revit la même première journée dans une colonie de vacances et chapitre après chapitre, il se demande quoi rectifier pour enfin passer la seconde. Et il fallait la citer à un moment ou un autre dans ce sujet, la série d'anthologie Black Mirror et l'épisode La Chasse. Celui-ci présente Victoria, une femme amnésique qui est filmée comme un phénomène de foire. Son amnésie est provoquée quotidiennement par un procédé extrêmement douloureux. Cette femme qui est reconnue coupable de l'enlèvement, la torture et le meurtre d'une fillette est condamnée à revivre la même journée dans laquelle elle est exposée à des gens curieux de rencontrer la bête en personne ou carrément le diable. Quand tout lui est révélé, elle est à nouveau endormie et les événements redémarrent le lendemain avec une Victoria de nouveau amnésique. Cette aventure de la saison 3 qui rappelle le huis clos de Sartre est aussi une référence pour les grands noms actuels de la science-fiction. Parlons notamment de J.J. Abrams qui a reproduit la trame sur la série Felicity. Dans une mise en scène minimaliste, 5 personnages en quête d'une sortie présentent 5 protagonistes enfermés dans une pièce en forme de cylindre. Parmi eux, un militaire qui, le seul, n'est pas résigné et s'use à la tâche pour trouver une échappatoire. Un clown, une danseuse de ballerine, un vagabond et un SDF sont eux aussi frappés d'amnésie. En confectionnant un grappin, le militaire parvient à se hisser de l'autre côté et il apprend la terrible vérité sur ce qu'il est, et surtout ce qu'il n'est pas. Lui et ses compagnons d'infortune ne sont que des jouets usés délaissés par les enfants. Et si le militaire atterrit dans la neige, c'est que l'épisode se déroule en période de Noël. Sans cette péripétie, il n'y aurait pas eu Cube, film d'horreur réalisé en 1997 et qui présente 5 personnes enfermées sans raison apparente. Le Cube n'a en revanche pas de vocation éternaliste, mais présentiste. On attend des prisonniers du Cube qu'ils se sortent les doigts pour s'en sortir et apprendre de cette expérience. Toy Story, bien sûr, dégainé par Pixar, aurait puisé son inspiration dans cet épisode de la 3e salve, avec des personnages qui peuvent référencer le clown, la danseuse, le SDF, le vagabond et le militaire parmi leurs ancêtres. Citons une scène du 2e volet dans lequel Andy jette un Woody hors d'usage dans une poubelle qui contient un amoncellement de plastique. Woody voit alors l'enfant refermer le couvercle de la poubelle. Précisons qu'il s'agissait d'une scène rêvée. C'est une peur parentale qui a donné vie à la petite fille perdue. L'histoire toute simple d'ailleurs, si la 4ème dimension a aussi bien fonctionné dans son format 25 minutes, c'est parce que la trame était d'une simplicité déconcertante. Ici, c'est une petite fille qui se met à pleurer dans sa chambre. Son père accourt, entend des cris, mais est dans l'incapacité de la retrouver. Un ami physicien du couple émet l'hypothèse que la fillette est entrée dans une autre dimension. La 4ème, quoi qu'il en soit, cette mésaventure poursuit la famille puisque le chien, un peu plus tard, disparaît à son tour dans cette dimension. Si l'épisode précédemment évoqué avait fait sobre dans sa mise en scène, la petite fille perdue a permis à la 4ème dimension d'étaler sa palette technique en matière d'effets spéciaux. Rappelons que cette aventure a 65 ans. Au final, tout est bien qui finit bien pour la famille qui arrive à ramener fille et chien dans leur dimension. Un ouf de soulagement car l'opportunité ne se serait pas présentée une seconde fois. Qui a visionné La Petite Fille Perdue parmi les auteurs de notre temps? Les scénaristes des Simpsons bien sûr, qui ont envoyé Homer dans la même dimension parallèle dans le 6ème épisode de la saison 7, le Simpson Horror Show 6. Un épisode truffé de références. Très honnêtement, aucune scène n'est vierge de clin d'œil à une œuvre littéraire, télévisuelle, de jeux vidéo ou cinématographique. Mais parce que la 4ème dimension est citée parmi un océan de création, revenons plutôt sur Poltergeist. Ce film maudit avec Steven Spielberg en scénariste a vu 4 de ses acteurs, dont des très jeunes, décédés après le film. Le tournage a nécessité que le plateau soit exorcisé, alors que Spielberg a sauvé de la mort un autre acteur qui a manqué de s'étouffer. Poltergeist s'est basé sur les écrits de Richard Matheson, qui a écrit cet épisode claustrophobique de la 4ème dimension. Si l'écrivain SF n'est pas de la même génération que le papa de Jurassic Park, les deux hommes se connaissent bien et s'estiment. Matheson avait d'ailleurs été interrogé sur Poltergeist et ce qu'il pensait de sa reprise de La Petite Fille Perdue. Avec cette superposition, nul besoin de déblatérer, vous avez tous compris de quoi il en retournait, passons directement au dernier épisode. Oh bon, je crois qu'il y en a une qui n'est pas tout à fait d'accord, plutôt deux. Bon, la poupée vivante suit le quotidien d'une famille recomposée. La fillette, Christy, n'est pas dans les petits papiers de son beau-père qui ne lui voue aucune affection. Heureusement, sa mère aimante la gâte, lui offrant notamment une poupée parlante. Eric, le beau papa, se montre méfiant envers le nouveau jouet, baptisé Talkitina en VO. Double T ne cache pas son animosité envers Eric, n'hésitant pas à le menacer lorsqu'elle se retrouve seule avec lui.
Craignant pour sa vie, le beau-père cherche par tous les moyens à s'en débarrasser. La poubelle, le feu, une scie. Rien ne lui permet de venir à bout d'une présence devenue encombrante. Et bien sûr, dans ce genre de scénario, l'être maléfique triomphe et tue Eric dans ce qui paraît être un accident domestique, car le beau-père de Christy trébuche sur la poupée dans les escaliers. La mère de la fillette récupère Talkeetna, qui prévient qu'elle a intérêt à se montrer gentille avec elle, sous peine, c'est sous-entendu, de subir le même sort qu'Eric. Ce récit purement horrifique, enrobé de la composition signée Bernard Herrmann, le bras droit d'Alfred Hitchcock, a créé une mode dans ce registre. Se débarrasser d'un monstre par la porte et le voir réapparaître par la fenêtre. En 1988, sortait Jeu d'enfant, qui voyait un tueur en série se réincarner en poupée après avoir été abattu dans un magasin de jouets. Cette poupée, c'est bien sûr Chucky, antagoniste d'un bon nombre d'adaptations aussi bien sur grand écran qu'à la télévision. La dernière en date, une franchise qui s'est tenue sur 3 saisons, entre 2021 et 2024. Et puisqu'on est plongé dans le thème des poupées horrifiques, devinez comment se prénomme la maman de Christy dans cet épisode de Twilight Zone. Allez, découvrons-le en images. Oh, je t'en prie, Annabelle, n'essaie surtout pas de me prendre pour un imbécile. Retour en force suit la mort inéluctable, pléonasme, d'une actrice de cinéma, Bunny Blake. Retenez ce nom, c'est important pour le film que j'évoquerai dans quelques instants. Si elle commence à se faire un nom à Hollywood, Doubleby est un peu l'enfant du pays dans un village très fier de sa poulaine, si bien que toute la communauté se cotise pour une bague que lui remet sa sœur. Un bijou non seulement esthétique, mais qui semble lire l'avenir. Dans un premier temps, la bague l'avertit de se rendre chez sa sœur car un danger guette. De retour chez elle pour une seule journée, Bunny Blake est contrariée d'apprendre qu'est organisé le jour de sa visite le traditionnel pique-nique réunissant tout le village. Une contrariété qui ne s'expliquera qu'à la toute fin. Afin de faire échouer ce pique-nique, elle improvise une représentation dans un auditorium pour faire déplacer un maximum d'habitants. Sur le coup, son contre-événement est perçu comme un caprice de star qui, parce qu'elle conquiert Hollywood, se croit au-dessus de la mêlée. Mais une terrible tornade s'abat sur le lieu du pique-nique et emporte les participants, alors que les spectateurs de l'auditorium ont la vie sauve. Sur le tard, l'épisode explique que la bague a prévenu sa propriétaire de la tragédie à venir. Elle a donc allégé autant que possible le bilan humain dans sa commune. 50 ans plus tard, le jeune Jack Gyllenhaal campe un adolescent frappé par le mal-être. En conflit avec sa famille, il trouve refuge auprès d'un ami géant que lui seul peut voir et entendre. Un ami qui le réveille en pleine nuit et lui intime de quitter sa chambre. Il obéit aveuglément à cette entité, et quelques instants plus tard, le réacteur d'un avion est propulsé dans la chambre de l'ado, qui a réchappé à la mort. Et il doit la vie sauve à Frank, cet ami imaginaire qui prend la forme d'un lapin géant. Voilà le lien très explicite qui unit Donnie Darko à Retour en force, épisode de la 5ème saison de la Twilight Zone, qui lui met en vedette Bunny Black, lapine noire. Mais autant la bague a des intentions vertueuses, autant le lapin de Donnie Darko renvoie à cette formule prônant la méfiance, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Après cet épisode festif, on reste dans le pétillant puisqu'on évoquera la série Magnum et un héros indissociable de sa Ferrari rouge flamboyante. La chaîne était un peu à l'arrêt ces dernières semaines, c'est aussi parce que j'étais contraint de ralentir mon activité, mais si ce contenu et d'autres que vous avez visionnés vous ont plu, apportez un coup de pouce à TV Files en likant, en commentant et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Ça ferait extrêmement plaisir à Charlie et Cheryl qui ont été contraints de changer de thème à cause d'un souci lié aux droits d'auteur. Dur. Bon, après tout, le bonheur est antérieur.